Bien public, deuxième partie. À la suite de Samuelson, qui a fait autorité sur ces questions chez les néoclassiques durant le XXe siècle, les phares, ces tours posées sur les récifs du littoral avec une lampe au sommet et qui sert de système de signalisation maritime, donc les phares ont été systématiquement présentés dans les manuels néoclassiques comme les cas types de biens publics. Et il est dit partout, je n'ai pas vérifié par moi-même, je l'avoue, mais il est dit partout que cette idée serait déjà présente chez John Stuart Mill ou chez Pigou. Ceux qui n'ont pas payé pour l'installation du phare ne peuvent être exclus de sa consommation et leur utilisation du phare ne va pas réduire celle des autres. On s'en sert pour se repérer, pointe à la ligne. Donc, il était admis parmi les néoclassiques du XXe siècle qu'en raison de ses effets externes positifs, ce type de bien est normalement offert par les pouvoirs publics. Cette idée a été remise en question par Ronald Coase, celui du pseudo-théorème que nous avons déjà rencontré. En 1974, Coase publie un article qui remet en cause l'idée précédemment énoncée, à savoir que les phares en Angleterre étaient produits par le gouvernement, puisqu'il montre par une étude historique que les phares d'Angleterre étaient produits et entretenus par des particuliers jusqu'à leur nationalisation en 1842. Donc avant 1842, il y avait une production privée de phares et les phares étaient des biens publics. Donc leurs propriétaires levaient une taxe dans les ports auprès des bateaux en évaluant, selon leur route, le nombre de phares qu'ils avaient utilisés. Avant Coase 1974, le symbole de la nécessité de l'offre du financement par l'État des biens publics, c'était le phare. Après Coase 1974, le phare devient au contraire l'illustration de la capacité du secteur privé à offrir des biens publics et l'archétype des erreurs, voire des errements des politiques fondées sur les défaillances de marché. C'est la défaillance des défaillances de marché en quelque sorte, c'est-à-dire c'est le symbole de la défaillance de l'État, le symbole de ce qu'on appelle en anglais le state failure. Donc, on voit bien ici que ces questions sont extrêmement idéologiques. Pour les uns, il y aurait des défaillances de marché, les market failures, qui doivent être corrigées par l'État, alors que pour les autres, eh bien, le marché, c'est-à-dire en fait les acteurs privés, est infaillible et c'est l'État qui est au contraire faillible et c'est le state failure qui domine. Depuis une vingtaine d'années, le débat a été relancé dans le sens d'une relativisation, voire d'un rejet de l'analyse de cause. Et en résumé, il en ressort que le marché, entre guillemets, n'est pas si infaillible qu'il veut bien le dire et que l'intervention de l'État, même pour la plupart des néoclassiques, en fait, permet d'obtenir de bons et de meilleurs résultats que ce qu'on peut appeler de manière assez floue le marché. Bref, au-delà de cette querelle sans fin, l'idée fondamentale à retenir de l'analyse néoclassique est que le secteur privé est susceptible de sous-produire le bien public en raison du problème du passager clandestin. Mais cette idée ne mène tout de même pas à une absence complète d'offreurs privés de biens publics. Si le secteur privé n'est pas absent de l'offre de biens publics, mais simplement insuffisant, alors il faut une offre de biens publics là où il y a des biens publics. Mais à quel niveau? En théorie, l'État peut tout à fait offrir, financer, produire, distribuer un bien public au niveau jugé optimal par la théorie néoclassique. Nous n'avons pas présenté en détail cette solution volontairement car elle n'a aucun intérêt en dehors de la théorie néoclassique et ça nous prendrait beaucoup de temps. On la connaît sous le nom d'équilibre de Lindahl. Bref, le problème qui se pose ici est précisément qu'il y a déjà des offreurs privés du bien public, mais ces offreurs n'offrent pas une quantité suffisante de biens
Donc, si l'État arrive en plus pour offrir le même bien, sans doute pour moins cher, il se peut qu'il en vienne à évincer ces producteurs privés inefficaces. Donc, on revient dans une problématique que vous avez déjà rencontrée, c'est celle de la problématique de l'effet d'éviction, crowding out. Et cet évincement est vu par les néoclassiques comme un empiètement insupportable sur la liberté individuelle d'entreprendre. Et ils le considèrent comme inefficace, car 1 euro d'offre publique va venir simplement remplacer 1 euro d'offre privée, si bien que, en théorie, on se retrouve exactement au même point en termes d'offres, et on a simplement remplacé des offreurs privés inefficaces par un offreur public inefficace. Sur le plan empirique, les faits ne tranchent pas vraiment en faveur de ce résultat. L'effet d'éviction n'est pas probant. Est-ce que c'est étonnant? Le modèle est fabriqué pour arriver à la conclusion de l'effet d'éviction, en fait. Tout est fait pour qu'on arrive à l'effet d'éviction. C'est-à-dire qu'on fait tout pour obtenir un exact remplacement du privé par le public sans amélioration de la prestation et sans changement de prix. Or, en pratique, on constate justement que les pouvoirs publics peuvent offrir, s'ils sont bien gérés évidemment, un même standard de prestation pour un prix plus faible, tout simplement en raison des économies d'échelle que le secteur public est capable de mettre en œuvre.